Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous aider à choisir votre éolienne et à pas vous tromper sur la régulation, le freinage. Donc ça va être un cours à l'ancienne sur papier et c'est parti. Alors, ce que je vous propose, c'est comme la plupart du temps, en hiver, les gens se demandent comment produire plus, ils veulent s'acheter une éolienne. J'ai fait pas mal de tests d'éoliennes sur ma chaîne, j'ai déjà traité tous ces sujets sur ma chaîne, mais de manière un petit peu éparpillée dans les sujets. J'ai testé par exemple les marques Pigot, les marques Istabreeze, Rootland, Great Watt, Southwest, enfin j'ai un certain nombre d'éoliennes que j'ai testées, des éoliennes verticales aussi, vous pouvez aller voir. On ne va pas traiter la véracité d'une éolienne ou d'une autre ici, mais des choix techniques et des choses à bien appréhender avant d'acheter une éolienne. D'accord ? Outre la hauteur, la disponibilité du vent, les perturbations, la solidité du mât, le permis de construire, tout ça, ça peut être traité à part. Et je pense qu'il y a beaucoup de vidéos qui le traitent. Moi, je vais attirer votre attention sur le choix des éoliennes, parce qu'on va souvent sur des sites internet qui nous proposent des éoliennes très chères ou pas, mais avec des puissances souvent incohérentes et des régulations souvent inadaptées. Donc aujourd'hui, on va traiter le problème de la puissance et de la régulation. Ce sont deux sujets qui sont rarement traités en vidéo sur YouTube de manière complète, enfin en tout cas de manière pédagogique et préalable à l'achat. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. La première problématique que vous allez avoir dans votre éolienne, que ce soit une éolienne verticale ou une éolienne horizontale. Alors quand on dit verticale, c'est l'axe qui est vertical, et horizontale, c'est l'axe qui est horizontal. On imagine une éolienne comme ça, là, toc, d'accord, qui est sur son mât. Dans les deux cas, c'est la surface au vent qui va primer, la surface de la voilure des pales qui prend le vent. Lorsqu'on est sur une éolienne horizontale, on a l'ensemble des pales qui balayent un disque, donc c'est ça la surface de prise au vent. Et lorsqu'on est sur de verticales, on a la moitié des pales. Alors ça peut être la moitié en diagonale, enfin il y a toujours quelque chose qui fait que il y a une partie qui est contre le vent, une partie qui est dans le vent. Donc c'est la moitié de la surface qu'il faut prendre pour déterminer la puissance que le vent peut produire par mètre carré. C'est ça qu'on veut. C'est le vent produit une certaine surface au mètre carré et compte tenu des rendements théoriques limite maximum des types d'éoliennes, on s'attend à une puissance qui va aller entre 100 et 150 watts par mètre carré. Voilà, donc j'avais déjà déterminé dans une vidéo sur les éoliennes verticales les puissances au mètre carré, donc je ne vais pas rentrer dans les gros détails, mais grosso modo, si vous avez 1 mètre carré dans le vent, vous pouvez produire entre 100 et 150 watts au mètre carré, et ça c'est une puissance à 80 km/h. Alors c'est pas une norme, disons que c'est une puissance nominale de la génératrice. Elle peut dépasser cette puissance avec des vents plus forts. Elle peut avoir cette puissance avec des vents plus faibles si les caractéristiques aérodynamiques s'y prêtent et le fonctionnement avec le rendement et tout. Donc ça c'est propre à chaque fabricant, chaque régulation. Mais toutefois, on est toujours un peu dans cette fourchette. Il y a quelques éoliennes qui sont un peu en dessous, quelques éoliennes qui sont un peu en dessous. Celles qui sont en dessous, c'est celles qui sont spécialisées dans le vent faible et que dès que le vent va être trop fort, elles vont freiner, donc elles ne vont jamais atteindre les puissances au-dessus. Et celles qui sont au-dessus, ce sont des tailles d'éoliennes que vous ne rencontrez pas dans le domestique, c'est des mégawatts, des grosses éoliennes, donc qui peuvent atteindre un peu plus, 180, 200 watts au mètre carré, pourquoi pas. Mais nous, on va plutôt être ici, donc on va être plutôt à 125 watts par mètre carré. Faut pas s'attendre au double ou à 2 fois moins, vous voyez, c'est plutôt de cet ordre-là. Alors j'ai fait un petit tableau pour vous aider, parce que c'est vrai que c'est pas facile, en général. Ici on a le diamètre de la turbine, si c'est une turbine horizontale, parce que si c'est vertical, on va avoir un chiffre divisé par 2. Donc si on a une génératrice horizontale avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mètres de diamètre, ça nous fait une surface au vent qui est ici, vous voyez, ça va jusqu'à 50 mètres carrés au vent, ça fait quand même des grandes éoliennes. Et là c'est la puissance auquel il faut s'attendre. 100 watts pour 1 mètre de diamètre, 400 watts pour 2 mètres de diamètre, 900 watts pour 3 mètres de diamètre. Il y a des virgules, j'ai arrondi. 1500 watts pour 4 mètres de diamètre, 2500 watts pour 5 mètres, 3600 pour 6 mètres, 4900, presque 5000 pour 7 mètres et 6300 pour 8 mètres.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on vous propose une éolienne avec 1 mètre de diamètre qui produit plus de 6000 watts, ou plus que tout ça, peu importe, plus que 100 watts, il y a une erreur. C'est techniquement pas possible. Il faut vous attendre à ce que le vendeur vous arnaque là. On peut très bien supposer que ce soit 150 watts. On peut dire, allez, 1 mètre de diamètre, même si on n'a pas tout à fait 1 mètre carré, mais admettons, on peut être un peu au-dessus de 100 watts. Pourquoi pas? Mais on ne peut pas avoir 400, c'est impossible. Il y a un coefficient 4 entre les deux. Donc ça, j'insiste un petit peu, c'est la base sur n'importe quel site auquel vous irez, n'importe quel vendeur, vous devez ne pas dépasser ces puissances. Et bien sûr, si c'est une éolienne verticale, il faut diviser par 2. D'accord? Il faut diviser par 2, une éolienne verticale qui est 1 mètre de diamètre, vous voyez, une éolienne qui est comme ça, qui tourne comme ça, je ne sais pas si on voit bien, comme ça. Eh bien, vu qu'il n'y a que la moitié qui est au vent, sa surface, parce qu'on va avoir un diamètre ici, on va avoir une hauteur, parce que du coup c'est pas lié au diamètre, c'est lié à la... Ils vont vous donner peut-être un diamètre ou un rayon, je ne sais pas, ils vont vous donner un diamètre ici, et ils vont donner une hauteur. Et bien vous faites la hauteur fois la moitié du diamètre, donc fois le rayon, et vous aurez la surface. Et du coup vous reportez ici. Si vous voulez utiliser le tableau, sinon vous faites la surface en mètres carrés multiplié par 125 watts et vous regardez la puissance que votre éolienne est censée donner. Pour l'éolienne verticale, c'est un cas particulier parce qu'elle n'est pas faite pour les vents forts. Donc quand il y a des vents forts, c'est pas dit qu'elle atteigne cette puissance, puisque c'est pour 80 km/h. Et il se peut qu'il y ait soit un freinage aérodynamique, soit quelque chose au niveau des fluides qui fait que ça ne va pas jusqu'au bout. Elle est souvent faite pour les vents faibles. Mais bon, toutes les éoliennes verticales ne se ressemblent pas, toutes les éoliennes horizontales ne se ressemblent pas en termes de courbe de rendement, de vitesse, de nombre de pales, tout ça on ne va pas l'aborder dans cette vidéo, ça n'empêche pas que ça ne peut pas produire plus que ce que le vent produit. D'accord? J'espère que j'ai été clair sur cette partie-là. Donc j'ai eu un client qui m'a contacté pour une éolienne de 10 000 watts qui est verticale et qui fait 1,80 m de haut par 30 cm là, enfin c'est tout petit, elle fait même pas 100 et quelques watts son éolienne en vrai. Mais il l'a acheté pour 10 000. Et du coup, il l'a acheté cher quoi, pour ce que c'était. Donc faites bien attention. Là, on va aborder la partie régulation, qui est un petit point spécifique. Sur le réseau, on a des grosses éoliennes. Ces grosses éoliennes peuvent produire en triphasé directement du 400 volts ou du 100 000 volts. Enfin, vous voyez la tension qu'on lui a demandé en 50 Hz. C'est possible. Elles en ont la capacité, mais ce sont plutôt les vieilles générations d'éoliennes. Maintenant, même les grandes éoliennes n'ont plus ça. Maintenant, toutes les grandes éoliennes ont un fonctionnement variable et sont associées avec de l'électronique. Elles n'ont pas toutes des aimants permanents à l'intérieur, mais nous, à notre échelle d'humains particuliers ou jusqu'à à peu près 30 000 watts, le 3/4 du temps, ce sont des aimants permanents à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle des génératrices synchrones. Elles sont tout le temps en triphasé, alors des fois elles peuvent avoir 6 phases, 9 phases, mais c'est toujours un multiple de 3. Parfois ce sont des multiples de 3 qui sont couplés ensemble et à la fin il n'y a quand même que 3 fils. Donc on va partir au principe qu'il y a 3 fils. Pour information, les alternateurs de voiture, ce sont aussi des alternateurs triphasés, qui ont un peu redresseur derrière et qui régulent après en 12, 24 volts. Enfin. Donc on part toujours de ce principe-là. On a toujours quelque chose qui est alternatif puisqu'on a une rotation. C'est assez rare aujourd'hui d'avoir des dynamos avec des balais, avec des... C'est assez rare d'avoir un fonctionnement qui est directement en courant continu. On va donc partir du principe que toutes les génératrices sont comme ceci. Les trois ont donc un signal triphasé comme ça, et ce signal triphasé a une amplitude variable, une fréquence variable et un courant variable. Parce que l'éolienne tourne plus ou moins vite, donc sa fréquence est variable. La tension est plus ou moins forte, et le courant est plus ou moins fort, parce qu'il y a plus ou moins de puissance. Donc c'est quand même du triphasé, mais triphasé ne veut pas dire 400 volts. Triphasé, c'est-à-dire qu'il y a 3 phases. Donc ces 3 phases, vous avez plusieurs manières de les gérer. La première étape, c'est l'étape que tout le monde a chez soi, enfin ceux qui ont des éoliennes, c'est le redresseur. C'est-à-dire qu'on va transformer cet alternatif en courant continu. D'accord? On a un pont de diode, triphasé, qui va prendre les 3 phases et qui va ressortir un plus et un moins. D'accord? La qualité du redresseur, en général, c'est un pont redresseur. Est-ce que je vais vous le dessiner? Il n'y a pas besoin normalement, mais on va dire
que je vous le dessine. Voilà, un pont redresseur c'est ça. Il y a 6 diodes. On peut le fabriquer, hein, mais en général on l'achète directement. On a le plus, le moins là, et puis on a phase numéro 1, phase numéro 2, phase numéro 3. Voilà, ça c'est un pont redresseur. On a 3 alternatives qui rentrent là, et puis les diodes empêchent le passage du courant au mauvais endroit, donc à chaque fois que c'est positif, ça passe du côté plus, chaque fois que c'est négatif, ça arrive du côté moins. Et normalement, à la fin, on met un condensateur. D'une tension suffisante, un condensateur polarisé. Alors il est polarisé sur le moins. Donc normalement, ça veut dire que, enfin dans mon dessin à moi, c'est le redresseur plus le condensateur, d'accord? C'est important le condensateur. Parce qu'à la fin, on a un signal, si on n'a pas le condensateur, on a un signal qui fait ça. Je dessine mal, je suis désolé. Et si il y a le condensateur, on a quelque chose un peu plus stable. Alors ce pont redresseur, tout le monde l'a. Ça, il n'y a aucun souci. Ce qui se passe, c'est que derrière, on a plusieurs applications possibles. On va avoir l'application réseau. L'application réseau va nécessiter un onduleur. Un onduleur qui transforme du courant continu, voilà le petit trait, en courant alternatif, et ça va aller sur EDF, un onduleur réseau. Ça peut être un onduleur qui n'est pas réseau, mais dans ce cas-là, on va réguler le consommateur, la fréquence. Donc c'est plus dans le cadre d'un moulin à eau, par exemple, où on peut réguler un débit. Et là, on pourrait avoir de l'autonomie en direct. Mais la plupart des gens ont un onduleur qui va se synchroniser au réseau et qui est directement raccordé sur la sortie de ce redresseur. Voilà, moyennant des sécurités qui peuvent être des fusibles, des parafoudres. Toc. Je sais plus si c'est ça le symbole du parafoudre, entre le plus et le moins et la terre. Il doit y avoir la terre quelque part par là. Il peut y avoir des sectionneurs, admettons un sectionneur comme ça. Il peut y avoir tout un tas de protections en amont de l'onduleur. C'est propre à l'installation de l'onduleur. Vous avez vu, quand vous avez des panneaux photovoltaïques, vous avez toujours un coffret. Côté panneau, et ben, pour l'éolienne, c'est pareil. Donc ça, c'est le premier système. On utilise directement l'énergie d'éolienne avec l'onduleur. La complexité, c'est qu'il faut que l'onduleur soit rapide. Parce que l'éolienne, elle démarre et s'arrête, elle démarre et s'arrête. Moi, j'ai déjà fait des installations comme ça où j'ajoutais en plus des panneaux solaires. J'hybridais le système, c'est-à-dire je rajoutais ici des panneaux qui étaient branchés sur le même onduleur. Comme ça, l'onduleur était déjà démarré avec une faible puissance de panneau en journée et il n'y avait plus que la nuit à gérer en tout ou rien. Dans ce cadre-là, il manque quelque chose, il manque un frein. Le frein, on va le voir après. L'autre application, c'est directement une batterie. Donc on met une batterie ici. D'accord ? Certaines personnes mettent la batterie en direct dessus. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai fait le schéma comme ça, mais admettons, donc moins plus. Donc la batterie est branchée en direct dessus, et on va avoir besoin de gérer la surcharge de la batterie. D'autres applications passent par un régulateur. On va distinguer deux cas. Il y a le cas où l'éolienne, par exemple, est une éolienne 12 volts, qui charge une batterie 12 volts, auquel cas on n'a pas besoin de régulation proprement parlée, puisqu'on a quelque chose qui est déjà compatible avec la batterie. On va surtout travailler sur la surcharge. Le cas où on a une différence de tension entre l'éolienne et la batterie, on aura un régulateur MPPT. On peut l'avoir aussi en dehors de ça. Je vais d'abord traiter le cas de la batterie ici. Ça va être le même cas que l'onduleur qui est là. En fait, on a un consommateur derrière et on ne veut pas soit surcharger, soit on veut couper l'éolienne quand il n'y a plus le réseau, soit on veut couper l'éolienne quand la batterie est chargée. On veut faire quelque chose. La solution proposée par la plupart des fabricants, c'est un petit régulateur avec une résistance électrique. Et ce régulateur, en général, il a sa résistance électrique ici. Entre le plus et le moins. Avec un interrupteur. Voilà. Donc en fait, il prend l'énergie en sortie du pont de diode et il l'envoie dans la résistance. Pourquoi pas? Moi, j'aime pas cette solution, mais la plupart, c'est comme ça. La plupart des fabricants d'éoliennes vous proposent une résistance de délestage. Cet interrupteur est souvent un appareil qui se base soit sur le réseau, donc quand il y a une perte réseau, on passe en court-circuit, soit sur l'état de la batterie. La plupart du temps, c'est commandé par la tension de la batterie. Donc au-dessus d'une certaine tension, par exemple au-dessus de 29 volts, on enclenche la résistance. Et puis dès qu'on redescend en dessous de 27 par exemple,
on arrête la résistance. Ça, c'est un fonctionnement très très simpliste. Et moi, je ne préconise pas ce fonctionnement, notamment au niveau de la résistance. Au niveau de la revente réseau, pourquoi pas. J'ai eu un cas récemment de résistance électrique qui était mal paramétrée et qui empêchait la batterie de charger. C'est-à-dire cette batterie, si elle doit monter très haut, comme par exemple une batterie liquide, toutes les OPZS ont besoin de monter jusqu'à 30-32 volts en égalisation, jusqu'à parfois 29 volts en absorption, 29, 29,5 même. Il suffit qu'on soit en hiver et qu'on ait besoin de réguler la tension en fonction de la température. Cette batterie va avoir besoin de varier en tension. Et donc cet appareil-là, s'il est tout seul, s'il est indépendant, s'il se contente de mesurer que la tension puis d'avoir un seuil fixe, la batterie qu'elle a, elle va morfler. Elle ne sera jamais chargée. Pas convenablement. Donc le système n'est pas bon. Vous pouvez très bien vous baser sur la tension de la batterie, mais vous ne pouvez pas le brancher comme ça. Parce que là, actuellement, c'est l'énergie de la batterie qu'on dissipe. Pourquoi ? Parce que la résistance, là c'est une résistance 12 volts par exemple, admettons que ce soit une résistance 1000 watts pour une éolienne 1000 watts, pourquoi pas. En fait, quand on va déclencher là, peut-être que l'éolienne elle fait 50 watts ou 100 watts, mais qu'on est en fin de charge de la batterie, au moment où on déclenche, on vide la batterie de 1000 watts, enfin de 950. C'est pas bon. Vous pouvez pas vous permettre de vider la batterie comme ça. Alors ça va réguler effectivement, mais ce n'est pas bon. Ce qu'il faut faire, si vous faites cela, c'est ajouter une diode. C'est bête, hein, mais vous avez juste à ajouter une diode. Comme ça, l'énergie ne viendra pas de la batterie, elle viendra que de l'éolienne. D'accord ? Par contre, là vous aurez le problème, ça dépend où est-ce que vous prenez la tension. Si votre régulateur là, il mesure la tension sur l'éolienne, il va faire du yo-yo tout le temps. Peut-être qu'il va réguler correctement. Si vous prenez sur la batterie, ça va être différent, si vous voulez, parce que la résistance, lorsqu'elle va s'enclencher, elle ne prendra que l'énergie de l'éolienne, elle va freiner l'éolienne plus longtemps, parce que la batterie elle va mettre un certain temps à descendre en tension entre les 29 et quelques et les 27. Peut-être qu'elle a des panneaux solaires entre temps. Donc le mode de régulation est un petit peu différent, il faut l'adapter. Le minimum étant de mettre une diode ici, une grosse diode, une diode 100 ampères, une diode qui refroidit bien. Ça, c'est si vous n'avez pas le choix d'utiliser ce genre d'appareil. Si vous avez une alimentation électronique, c'est-à-dire si ça et ça ont besoin d'être alimentés par la batterie pour fonctionner, vous ne pouvez pas mettre de diode. Donc vous êtes bloqué. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas mettre de régulation électronique qui fonctionne de cette manière-là, qui dissipe l'énergie de la batterie, mais plutôt de travailler sur une dissipation de l'énergie de l'éolienne avant le pont de diode. Comment on fait ? On met 3 résistances. De la puissance adaptée. Peut-être que vous ne serez pas compétent pour trouver les bonnes résistances, mais de la même manière que c'est pas vous qui avez fabriqué cet appareil-là. Il faut juste avoir la bonne régulation. Vous avez une résistance, 3 résistances, donc triphasées, avec un contacteur. Donc le dessin du contacteur c'est ça. Toc, 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 toc. Ça va directement sur l'éolienne. Alors je vais essayer de ne pas dessiner n'importe quoi. Voilà. C'est pas très très joli. Voilà, donc ça va directement sur l'éolienne avant le pont de diode. Et ce contacteur sert de frein et c'est lui qui est alimenté par un appareil qui décide quand la batterie est pleine. Le plus simple est d'avoir un contrôleur batterie ici. Vous voyez, un petit shunt de mesure. Un plus, un moins, le petit écran du BMW 700. Là, j'ai fait une vidéo récemment dessus. Et puis lui, il a un petit relais. Il dispose d'un petit relais. Et bien, le petit relais, on peut le paramétrer en tension haute. Donc on peut lui dire, voilà, quand la tension est trop haute, tu fermes ce petit relais. Et puis le petit relais, il va alimenter un contacteur. Hop. Entre le plus et le moins d'une alimentation, soit la batterie, soit une autre alimentation, suivant votre système. Ce contacteur, admettons c'est un contacteur 12 volts qui est alimenté par la batterie qu'elle a, et il va actionner le frein. D'accord ? Et du coup, on aura effectivement un frein en fonction de l'état de la batterie, mais on ne déchargera pas la batterie, et on pourra appliquer une tempo au-dessus. On pourra dire, voilà, au-dessus de 30 volts, admettons, ou au-dessus de 31 volts, tu freines l'éolienne, puis tu freines au moins pendant 5 minutes. Il faut vraiment qu'elle soit à l'arrêt, et puis après tu relances. On peut lui donner ce genre de choses.
De cette manière, on ne dissipe pas d'énergie dans le pont de diode, on ne l'abîme pas. On n'a pas de risque particulier. Et si ici vous aviez une régulation électronique avec un comptage, avec tout un tas de choses, bah vous pouvez l'alimenter par la batterie, c'est pas grave. Même si votre régulation électronique était fournie avec une résistance, vous la mettez pas à la résistance. Vous pouvez l'installer, vous pouvez éventuellement la garder en secours pour une raison ou pour une autre, pour je ne sais pas moi, mettre un autre appareil qui déclenche à une tension plus élevée. Mais moi je vous conseille de ne pas la mettre et d'utiliser une installation en triphasé. Si vous n'avez pas de contrôleur batterie, vous pouvez utiliser des relais de tension. Un relais de tension, c'est un appareil qui se branche sur la batterie et on détermine un seuil haut et un seuil bas en tension. En général, le seuil bas, on s'en sert pas, on le met très 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 bas et on se sert que du seuil haut et c'est le seuil haut qui déclenche le système. C'est assez simple, on va dire, et pas très cher. Si maintenant vous avez une installation un peu plus complexe, je pense que je vais refaire un dessin un peu plus bas. Et cette installation complexe, la voici. Vous avez les 3 phases de l'éolienne. D'accord ? 3 phases, on va mettre 3 flèches. Vous avez un pont de diode. Et vous avez un MPPT derrière. Ok ? Puis vous avez une batterie, un système sur batterie, une installation assez conséquente, du matériel de qualité qui coûte un peu cher. Admettons que vous avez une éolienne un peu grosse. Peut-être que derrière vous avez plusieurs MPPT. Bon, là, si vous voulez rentrer un peu dans le sujet des MPPT, du mélange d'énergie, j'ai fait une vidéo sur le surplus d'énergie. Ça peut être intéressant pour vous. Mettons ici, vous avez des panneaux solaires. Admettons. Bon, vous avez une installation qui est cachée, là, qui est plus grande. Et bien, dans ce cas, parfois, et même souvent, on préconise d'avoir une éolienne d'une tension supérieure au parc batterie. Par exemple, ici, vous êtes en 24 volts. Vous pourriez être en 48, hein, je prends l'exemple de 24. Et votre éolienne, c'est une 120. Pourquoi c'est une 120 volts? Alors il y a 2 raisons. Parfois c'est une éolienne qu'on recycle et qui vient du réseau, qui a été faite pour injecter au réseau, mais qu'on a récupéré, une éolienne de pignon, n'importe quel type d'éolienne. On veut l'adapter à l'autonomie, donc la tension est souvent supérieure. Ou alors c'est une éolienne, dans l'autonomie on appelait ça haute voltage, parce qu'elle est loin. Elle a une distance assez grande avec la maison et donc elle a besoin d'avoir une tension plus élevée pour éviter les pertes. Et l'autre raison, c'est que précisément avec une tension plus élevée, on a une plage de fonctionnement avec le vent qui est plus large. On n'est pas obligé d'attendre la vitesse nominale de l'éolienne pour produire. On peut commencer à produire avec des vents faibles. Et ça, c'est notamment possible grâce au MPPT qui est ici. D'accord ? Donc là, pour ce fonctionnement-là, qui est plutôt optimisé pour l'éolienne, elle a une bonne production, on a une grande plage de fonctionnement. On a toujours les protections. Là, je n'ai pas dessiné les protections entre les deux. On va avoir toujours ce souci de résistance électrique, toujours en triphasé. Vous avez la possibilité de mettre une seule résistance électrique entre l'MPPT et le pont redresseur, par exemple si c'est un ballon d'eau chaude, si c'est un système chauffant suffisamment gros qui accepterait cette chaleur. Mais moi je conseille tout de même de garder l'histoire des triphasés là, les 3 résistances, d'accord, avec le contacteur qui va sur les 3 phases ici. D'accord ? Et là, vous avez besoin de mesurer une hausse de tension en entrée du MPPT. C'est-à-dire que ce n'est pas l'état de la batterie qui décide. Le MPPT, il fait son taf. On s'en fout de l'état de la batterie en soi. Ce qu'on veut, c'est détecter une surtension qui n'est pas forcément liée à l'état de la batterie, qui peut être liée à un fort vent, donc un pic de vent, ou alors tout simplement au fait que le MPPT il a fini de charger. Donc la batterie peut être en fin de charge, ou il y a une situation qui fait qu'on envoie moins d'énergie au système, parce qu'il y a le soleil qui est arrivé, et on va avoir une hausse de tension en entrée du MPPT, on a un risque de cramer le MPPT, et un risque d'emballement de l'éolienne. Donc toutes les éoliennes n'ont pas les mêmes seuils. Par exemple, cette éolienne c'est une 120 volts, mais en réalité elle va peut-être fonctionner entre 80 et 150. Vous voyez ? Donc il y a un seuil au-delà duquel il faut freiner. Si on a mis par exemple ici un régulateur 150 volts, il faudrait freiner à 140, voire 135. Alors pour détecter ce seuil, on va mettre un appareil de mesure entre les deux. Alors je suis désolé, j'ai pas fait beaucoup de place. On va mettre un relais de tension ici.
On va prendre un relais de tension qui accepte des tensions plus hautes, genre 200 volts, 300 volts, 400 volts. Ça vaut un petit peu cher, ça peut valoir 150-200 euros comme relais. Et c'est ce relais qui est alimenté via le pont de diode qui lui n'a pas besoin d'être alimenté par batterie. Alors on peut, il y a des modèles qui sont alimentés par batterie à part. Mais en tout cas, ce relais va pouvoir commander le contacteur ici. Et ça va être un contacteur 24 volts, pas un contacteur en 220, parce qu'on est en autonomie. Il ne faut pas que l'onduleur, une fois éteint, si on a un onduleur, on empêche de freiner l'éolienne. On est sur un contacteur 24 volts qui est alimenté par la batterie, mais qui est commandé par la surtension en entrée du MPPT. D'accord? Vous pouvez très bien déterminer une surtension sur l'alternatif aussi, pourquoi pas. Mais il faudrait un appareil qui accepte des fréquences variables, des tensions variables. Vous êtes libre de le faire. Donc soit vous achetez un appareil qui mesure cette tension-là et qui permet le déclenchement ici, soit vous faites un petit montage comme j'ai fait dans une de mes vidéos avec un pont diviseur de tension, un petit relais, une minuterie, un contacteur, ça marche aussi. C'est un peu plus old school. Je vous ai mis la miniature en façade. Soit vous utilisez un MPPT qui dispose déjà de l'option mesure de tension en entrée. Par exemple, les MPPT Victron disposent de cette mesure. Ça ne veut pas dire qu'ils sont adaptés à l'éolien, mais il y a un petit relais sur le régulateur. Il y a un petit relais qui peut être commandé avec une surtension en entrée du MPPT. Et ce relais peut commander le freinage. C'est possible. Il faut aller un petit peu plus loin dans la recherche de matériel pour savoir quel régulateur va être adapté. Je ne suis pas certain que le MPPT Victron soit adapté à l'éolien. Il est adapté au solaire, il est adapté à un certain nombre d'autres produits, mais à l'éolien j'ai un doute. Il faut se renseigner au niveau de l'algorithme qui est choisi à l'intérieur. On produit à peu près 400 watts. En tout cas, la détection du freinage de l'éolienne n'est pas dépendante de l'état de la batterie. D'accord? Et donc là, on est sur quelque chose qui est un peu plus complexe, qui nécessite une étude un peu plus poussée sur l'éolien, et qui a une forme d'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être dépendant de d'autres appareils. Il faut que l'éolienne puisse se freiner. Petite information, dans les deux cas, je n'ai pas mis le frein manuel. Le frein manuel, il est là. C'est l'équivalent des résistances, mais c'est un court-circuit. Alors on peut mettre un frein avec des résistances, hein. On peut très bien rajouter d'autres résistances, mais les trois quarts du temps on fait un court-circuit. Et c'est un frein manuel que normalement on n'utilise pas quand l'éolienne tourne, on l'utilise avant qu'il y ait une tempête. Pendant que l'éolienne tourne, elle peut freiner, elle peut s'arrêter si la génératrice est plus puissante que la puissance du vent. Il existe des éoliennes qui ont tellement grande voilure en pale et une petite génératrice qui fait que si on met la génératrice en court-circuit, c'est pas assez pour ralentir l'éolienne. Donc ça, c'est plutôt des éoliennes qui vont avoir tendance à s'emballer, peu importe la puissance qu'elles produisent. Donc ces éoliennes-là, il faut anticiper la tempête et il faut les freiner avant, parce qu'elles vont avoir plus de mal à démarrer avec un court-circuit qu'une fois qu'elles sont élancées. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire avec l'éolien. C'est quand même un sujet un petit peu complexe. On ne peut pas juste le simplifier avec une petite régulation à la con qui fait un freinage quand la... C'est pas si simple que ça. Quand c'est une éolienne qui fait 50 watts avec le petit régulateur, avec le petit voyant rouge, on peut s'en contenter. Mais faites attention à ne pas vider vos batteries, à ne pas délester les batteries, à avoir quelque chose qui est quand même fonctionnel. Il faut s'attendre quand même à ce que l'éolienne ne fasse pas la fin de charge des batteries. Ne fasse que le gros du travail, on va dire entre 60 et 90% de charge batterie. Et souvent, la fin de charge est un petit peu compliquée. On se retrouve avec une éolienne qui freine souvent, une éolienne qui n'est pas stable, un régulateur qui se relance. Donc c'est vrai que tout se baser sur l'éolien, c'est pas toujours adapté. Moi, j'ai vu des grosses installations et des éoliennes de 5000 watts, où je suis intervenu sur place, où le freinage, c'était un freinage sur batterie, qui était réglé à 28 volts, des batteries qui n'ont jamais chargé. Une grosse éolienne, mais vous imaginez, 5000 watts, c'est un gros diamètre déjà. Le machin, il faisait plusieurs tonnes. Et que, avec un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros, le régulateur se contentait de regarder la tension des batteries. Et ben, ça a flingué les batteries. 4 ans, 5 ans, les batteries n'ont jamais chargé. Batterie morte. Donc, des fois, c'est pas le prix
qui fait c'est le choix technique qu'il y a derrière. Nous voilà de retour pour une petite vidéo sur un régulateur hybride. Alors c'est quelque chose qu'on trouve facilement chez différents revendeurs chinois comme Wish ou Amazon. Alors je suis pas très friand de ça, j'ai un de mes clients qui vient d'en acheter un. Et on a eu 2-3 petits soucis parce que c'est un appareil qui est annoncé hybride, c'est-à-dire qu'il est capable de gérer les panneaux solaires et une éolienne. Il est annoncé en MPPT, c'est-à-dire en régulateur qui laisse varier la tension de l'éolienne tout en chargeant au maximum. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que le régulateur du panneau solaire n'est pas en MPPT, donc on a 2 régulateurs à l'intérieur, donc l'hybride n'a pas vraiment de sens, parce qu'en fait ce sont 2 régulateurs séparés qui sont dans la même boîte. Ils sont effectivement branchés sur le même affichage et ils ont un lien entre les deux, c'est-à-dire que lorsque les batteries sont chargées, ils réagissent unanimement en voyant de l'énergie sur la résistance électrique qui est juste à côté. L'intérêt de ce régulateur, c'est quand même de bien gérer les éoliennes, d'avoir l'affichage de la puissance et de la production, et de pouvoir régler le passage en mode résistance électrique, c'est-à-dire le freinage de l'éolienne, tout en continuant à produire par exemple avec des panneaux solaires. Alors là, les soucis qu'on a eu, c'est que sur la doc technique qui est ici, on n'avait quasiment pas de valeur, donc on a été obligé de les déterminer. Donc pour celui-ci, le panneau solaire, il ne faut pas dépasser 50 volts en entrée. Or, nous, on avait mis des panneaux en 70 volts, donc on a failli tout cramer. On croyait que c'était un MPPT. Et sur l'éolien, on peut monter à peu près à 70 volts. C'est pas très élevé, mais sur le régulateur, c'est bien marqué Low Voltage, hein, avec un petit flou. Et les paramètres à l'intérieur, c'est pareil, ils sont un petit peu flous eux aussi, ils sont pas faciles à régler. Il faut savoir que dès qu'il y a un petit R devant le paramètre, ça veut dire résistance. Et on a un paramètre d'enclenchement de la résistance et de déconnexion de la résistance. Mais eux, ils mettent low connect à chaque fois. Donc c'est vraiment... il faut savoir l'interpréter. D'autant que la plupart des paramètres servent uniquement au pourcentage. Alors je ne sais pas si on voit avec la caméra, on ne voit pas très très bien. Il y a marqué un pourcentage à un moment donné, voilà. On voit absolument rien, je suis désolé. Mais en gros, quand on paramètre, eh bien, on nous demande des valeurs de tension. On ne sait pas trop si c'est les tensions de l'éolienne, des panneaux solaires, des batteries. Eh bien, ce sont que des paramètres batterie qu'on rentre à l'intérieur. Quand la batterie est trop chargée, c'est-à-dire aux alentours de 29 volts, on arrête de charger avec le solaire, on freine l'éolienne, et puis quand elles sont un peu moins chargées, par exemple 26 volts, on peut relancer le système. C'est intéressant. Ça m'a l'air assez fiable en termes de MPPT, mais c'est vrai qu'à la mise en service, ça nécessite un petit apprentissage des valeurs. Voilà, donc pour rappel, la valeur, je vous la montre en vidéo, mais si vous avez le même appareil, vous verrez dans la programmation, la valeur qui est marquée full, c'est la tension maximum des batteries pour dire qu'elles sont à 100%, ça correspond aussi à la tension maximum du régulateur solaire. Le low, ça correspond à la valeur à 0%, qui est aussi le paramètre pour déconnecter les appareils en 12 ou 24 volts, les appareils tels que des lampes. Le paramètre Air Low, c'est la tension à partir de laquelle la résistance électrique est déconnectée, c'est-à-dire on laisse l'éolienne se relancer. Le paramètre Out, c'est la tension maximum au-delà de laquelle les consommateurs sont déconnectés. Et Air Out, c'est la tension maximum au-delà de laquelle la résistance électrique freine l'éolienne. C'est pas très très clair quand on regarde le tableau, mais c'est de ça qu'il s'agit. Aucun courant d'affiché, on l'a déterminé à 40 ampères, mais on ne sait pas si l'appareil cramera. Bon, pour un régulateur à 130 € qui gère 800 watts d'éolien et 400 watts de solaire, on peut dire que c'est encore acceptable. On verra s'il dure assez longtemps. Donc voilà, c'était un petit appoint sur les éoliennes. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à mieux choisir vos éoliennes sur le net. Je suis conscient qu'il faut quand même un certain nombre d'informations techniques pour réussir à choisir. Je suis désolé, c'est un métier, l'éolien. On ne peut pas toujours choisir sur Amazon l'éolienne qu'on veut. Donc voilà, prenez au moins ces précautions d'avoir la bonne puissance au mètre carré, d'avoir le bon régulateur derrière pour éviter une erreur. Voilà, merci. Au revoir.